Un grand merci Nelly, un grand merci à Joël, à tous ceux qui les entourent au sein des femmes et l'équipe de bénévoles. Pour moi, c'est toujours touchant et très rassurant de voir que des humains se mettent ensemble et produisent de belles choses. À chaque fois que je viens en Belgique, il y a des fleurs, il y a des palmiers, des cocotiers. Je suis un peu surpris de la végétation locale parce que, et c'est plein de couleurs. Et il y a cette petite attention à essayer de rajouter ce petit supplément d'âme qui fait que probablement il se passe un petit peu plus que simplement l'échange de savoir, d'informations, de connaissances, mais qu'on se recharge les batteries les uns les autres. Et donc c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici, parce que je ne repars pas sur les genoux rincés avec l'impression d'avoir été tabassé par une équipe de journalistes. C'est ce qui se passe quand vous allez sur un plateau de télé, vous ressortez, vous avez l'impression d'avoir été tabassé. Et vous mettez 3 jours à vous en remettre. Non, au contraire, quand je repars d'ici, je repars plutôt rechargé à bloc. Et je vois qu'au sein des femmes arrive à animer un très grand nombre de conférences, de rencontres, d'ateliers, et que votre vie culturelle, probablement depuis le Covid, est devenue extraordinairement dense. Et même si vous n'allez plus au cinéma ou ailleurs, on apprend toujours des choses. C'est aussi une des beautés de cette époque. Donc simplement, merci aussi à Terangui qui fait toute la saisie vidéo, la capture vidéo, et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre participent, c'est-à-dire vous, d'être là, et puis à Philippe d'avoir accepté cette rencontre autour d'un sujet pas forcément facile. Parce que dans la salle, ici, probablement des gens ont un cancer. Probablement des gens en ont eu un. Probablement, et sûrement même, un très grand nombre d'entre vous ont des proches qui sont en cours de chimiothérapie, qui ont subi une chirurgie récemment, ou qui sont morts du cancer. Parce que le cancer, en termes de réalité épidémiologique, nous concerne absolument tous. Et il se trouve que j'ai quelques légitimités à parler, parce qu'effectivement, j'ai été médecin réanimateur en centre de lutte contre le cancer, à m'occuper notamment des maladies hématologiques, c'est-à-dire les leucémies, les lymphomes, les cancers du sang extrêmement agressifs. Et que j'ai continué à le faire ensuite à l'hôpital public de Marseille, à la Conception, pendant plus de 10 ans. Et donc, déjà un petit peu au fait de cette maladie. Mais j'en étais au fait simplement de manière institutionnelle. Et donc baigné dans le système institutionnel. Et c'est ce que je vais pouvoir vous raconter, peut-être en essayant quelque part de redorer le blason de l'oncologie institutionnelle telle qu'elle existe, parce que ça n'est pas qu'une machine à faire du pognon sur de la chimiothérapie. Ce serait réducteur et faux, à mon avis, de le résoudre à ça. Il y a beaucoup de très belles choses qui se passent en oncologie, en chirurgie du cancer, en anesthésie de chirurgie oncologique, en psychothérapie autour du cancer, dans tout ce qui accompagne le cancer dans le champ institutionnel. Et il se trouve qu'en France, les centres de lutte contre le cancer ont été créés avant les CHU, avant les centres hospitaliers universitaires, par les ordonnances de reconstruction d'après-guerre de De Gaulle, où il a mis en place ces centres de lutte contre le cancer, avec d'emblée cette idée que la prise en charge du cancer, c'était pas une bonne idée, qu'il fallait pas prendre en charge le patient qui a un cancer, et que c'était complètement différent. Il ne s'agissait pas d'essentialiser une maladie, il s'agissait d'aller voir chaque histoire individuellement dans ce qu'elle porte, avec tout autour un collège pluridisciplinaire de praticiens. Un collège pluridisciplinaire de praticiens autour d'un patient avec une maladie. Ça vous rappelle quelque chose? Ça s'appelle la santé intégrative. Donc l'oncologie a créé avant les autres le concept de santé intégrative, en mettant autour de la table et autour d'un patient un chirurgien, un oncologue, un palliativiste, un réanimateur, un radiothérapeute, un radiologue qui fait le diagnostic, un anatomopathologiste qui lit les lames de laboratoire pour essayer de faire des diagnostics, des généticiens pour essayer de typer génétiquement les tumeurs et d'essayer de voir en détail quelle est la carte d'identité de la tumeur pour essayer de trouver la thérapeutique la plus adaptée. Et il a été d'emblée dit dans ces ordonnances de reconstruction et ces centres de lutte contre le cancer qu'il y aurait de la recherche. C'est-à-dire que tout de suite, il y aurait et le soin, et la recherche, et l'enseignement. Et ça, c'était absolument novateur. Donc,
vous ne m'entendrez pas cracher sur ce système, même si c'est un peu la mode, on va dire, de dire que l'oncologie institutionnelle est merdique, qu'on réduit le patient à un rouage, qu'il est mis dans la grande machine à comprimer d'un protocole. Je pense que c'est plus subtil que ça et j'essaierai de vous en dire quelques mots. Je te passe la parole peut-être pour un début de présentation. Attends. Tiens, prends celui-là, je vais l'allumer en attendant. C'est bon. Vous m'entendez? Alors, je vais essayer de ne pas avoir, selon votre proverbe, l'arrogance hexagonale. Voilà. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la biologie du cancer. Et on n'est pas ici pour faire la guerre entre les différentes approches, puisque c'est le patient qu'on fait les frais. Alors, déjà, on va essayer, comme des poupées russes, de voir le cancer dans sa vision la plus large. Alors, il arrive, on va partir du plus large, et puis après on reviendra au plus fondamental. Les sociétés peuvent faire émerger ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Alors, par exemple, à l'époque de Charcot, on est à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de grandes hystéries qu'on a appelées par la suite les grandes hystéries à la Charcot. Et on avait constaté que ça touchait certains milieux et pas d'autres. Les femmes d'ouvriers ne développaient pas les grandes hystéries à la Charcot, mais les femmes de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la noblesse, développaient ce genre de pathologie. Et finalement, on a compris que c'était le statut des femmes que la société, par cette maladie de civilisation, mettait en exergue. C'est-à-dire souvent, elles étaient mariées à des hommes, elles étaient dépendantes de ces hommes pouvaient avoir une conduite légère envers elles, voire violente, et elles n'avaient pas d'autonomie. Donc les maladies de civilisation font émerger des problématiques que la société ne veut pas voir. Et donc ici, c'était le statut de la femme, la libido de la femme, le manque d'autonomie. Je dirais que dans une période telle que celle que nous vivons, le cancer, si vous regardez un dictionnaire médical, vous allez voir développement anarchique de cellules, il fait de la masse. Alors il n'y a pas que des cancers qui font de la masse, Louis citait les leucémies, mais dans la tête des gens, dans l'imaginaire des gens, là, on parle d'une masse cancéreuse. Et donc c'est la métaphore d'une société qui est devenue consumériste, d'une société qui produit de l'hypermatérialité. Et peut-être que cette maladie qu'on appelle le cancer exprime justement cette problématique que nous avons, le post-matérialisme. Quitter le matérialisme pour rentrer vers une autre direction. D'ailleurs, j'en profite, parce que souvent les gens, quand ils veulent être sérieux, disent « mais enfin, il faut être raisonnable, je suis matérialiste comme je suis cartésien ». Alors souvent les gens qui disent « je suis cartésien », ils n'ont pas lu Descartes. C'est curieux. Et un atome, il est vide à 0, et après la virgule, il y a 6 ou 7 zéros, et après il y a un 1. Donc l'atome, il est matériel à un 10 millionième ou 1 millionième. J'ai envie de dire, est-ce bien raisonnable d'être matérialiste? Alors ça, c'est une première vision. La deuxième vision, c'est que souvent les gens qui font un cancer, bien sûr, il y a toute la partie médicale, l'assistanat, etc., l'oncologie intégrative, mais souvent c'est un appel à retrouver son identité. Souvent les gens, quand on les interroge, ils savent pourquoi ils ont fait un cancer. C'est une impasse existentielle souvent. Et donc la maladie est là pour leur signifier ce qu'ils ne veulent pas voir. Souvent, c'est Jung qui disait que la souffrance d'un corps est mimétisme de sa dérégulation psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne pouvez pas comprendre l'impasse dans laquelle vous êtes, vous allez le mettre dans la matière pour vous forcer à le voir. Alors, vous avez un biologiste français qui s'appelle Henri Laborie, qui a consacré toute sa carrière scientifique à une question, la réaction physique ou physiologique ou psychologique à ce qu'il appelle l'inhibition de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on est soumis à une contrainte qu'on ne peut pas surpasser. Et si vous regardez le monde animalier, il a deux options, soit il agresse, soit il fuit. Et quand on ne peut pas agresser,
une autre personne, eh bien, on va s'auto-agresser. C'est ce qui se passe si vous mettez 2 souris dans un compartiment d'une cage, avec une porte qui peut être ouverte ou fermée. Si la souris, après chaque décharge électrique à qui on la soumet, qu'est-ce qui va se passer? La souris, si elle est coincée dans son compartiment, elle va être dans un coin de sa cage, elle va être en dépression, en asthénie, puis au bout d'un moment, il va y avoir 2 grandes familles de pathologies qui émergent. Les pathologies liées à la baisse de la défense immunitaire, ce qu'on appelle une immunodépression, et puis des maladies cardiovasculaires. Et puis si ça perdure, bah, vous avez toutes les pathologies secondaires qui vont pouvoir émerger, évidemment, puisque c'est 2 grands systèmes. Ça, c'est ce qui se passe si la souris elle est coincée. Quoi qu'elle fasse, elle reçoit 7 minutes par jour pendant 7 jours des décharges électriques délivrées d'une façon aléatoire. Si la porte est ouverte, elle peut aller se réfugier dans le compartiment de droite, si je puis dire. Si elle était dans le compartiment de gauche, elle a agi, elle est en activation de l'action. Et si on met 2 souris porte fermée, on pourrait croire dans un premier mouvement, bah, les 2 souris vont être en inhibition de l'action puisqu'elles reçoivent le même traitement. Ben non, il y en a une qui va agresser l'autre. Et donc c'est une agressivité exogène. Si on revient à la première situation, quand on est coincé dans sa vie, on ne veut pas avancer, reculer, on va s'auto-agresser. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, la maladie est une invitation à revisiter son identité, à changer des éléments de sa vie, dans le privé ou dans comment dirais-je, sa vie tout court, hein, ça peut être son travail, sa famille, voire même son pays. En tous les cas, il y a un besoin de changer des choses et le patient le comprend ou pas. Donc évidemment, on n'est pas strictement un corps avec une maladie, on est une psychologie qui abrite une maladie. C'est complètement différent. Alors on verra les autres étages, je vais repasser l'appareil à lui, on viendra à la cellule cancéreuse et peut-être d'autres regards qui vont permettre de mieux cibler des organismes, alors ce qu'on appelle les organismes, les petits organes qui sont à l'intérieur des cellules, on en verra un qui est la mitochondrie. Merci. Merci Philippe. Merci Philippe, vous m'entendez? Ouais, ça repart de son micro-là. Je vais essayer de rebondir sur un premier élément que tu as donné, une sorte de regard anthropologique sur le caractère civilisationnel de cette maladie, juste en vous donnant un petit repère épidémiologique qui est celui de l'INCa, l'Institut national du cancer en France. Qu'est-ce que ça représente? C'est la première cause de mortalité en France. Ça représente 430 000 nouveaux cas et c'est en augmentation. C'est toujours en augmentation. Ça devrait nous poser une question. Malgré toutes les thérapeutiques qu'on met en place, malgré les grands plans cancer, etc., il continue à y avoir de plus en plus de cancers. Si vous êtes scientifique, vous dites, ça veut dire que je manque la cible. C'est-à-dire que je suis à côté de la question. Et donc, peut-être qu'on répond au cancer toujours à côté de la question. C'est intéressant parce que j'ai pu participer à un congrès d'ethnomédecine il y a quelques années où je rencontrais, entre autres, un guérisseur africain de Côte d'Ivoire. Et ce guérisseur africain présentait son système de médecine et de santé et nous disait, quand quelqu'un est malade dans le village, je peux le soigner lui, mais si je ne soigne que lui, j'oublie qu'il est malade parce que la terre, le village entier est malade. C'est comme si j'essayais d'arracher une mauvaise herbe et que j'essayais d'enlever toujours mais une autre mauvaise herbe veut pousser ailleurs. Cette herbe, elle est quelque part indicatrice, bio-indicatrice de qu'est-ce qui se passe dans le sol, dans le terreau collectif dans lequel on est pris. Donc je peux essayer de soigner un cancer, mais si je continue à laisser notre société dans l'état dans lequel elle est, il y en aura toujours de plus en plus. Et actuellement, en France, il y a 3,8 millions de personnes qui vivent avec le cancer, sur 70 millions. Et en termes de morts chaque année, on est autour de chaque jour, pour vous donner un repère, en France, si on mettait une moyenne du nombre de morts tous les jours, c'est une moyenne parce qu'il y a des variations saisonnières, on meurt plus en hiver qu'en été, mais en gros, il y a 1700 morts par jour. Vous vous souvenez, on l'avait calculé alors qu'on ne l'avait jamais calculé pour avoir un point de repère sur les morts du Covid.
Quand on nous disait oh, il y a eu 250 morts, oh, il y a eu 138 morts, il nous fallait quelque part un dénominateur. Donc, ça veut dire quoi, 138 morts? Oui. De toute manière, il y a à peu près 1700 morts par jour, et environ 700 000 morts par an en France. Le cancer, ça fait 430 morts par jour, je crois, à peu près, c'est ça, si je ne me trompe pas, sur ces 1700. C'est la principale cause de mortalité. Et on continue toujours dans la même direction, à essayer de faire toujours la même chose, c'est-à-dire mettre en gros du défoliant sur les mauvaises herbes. Vous avez compris que quand vous mettez du défoliant et du Roundup sur les mauvaises herbes, la terre est de plus en plus malade. Mais je vais vous le dire de manière encore plus imagée. Qu'est-ce qu'on faisait des résidus biologiques et des restes de chimiothérapie dans mon service où on faisait des chimios? On le jetait dans les eaux des égouts. Ah ben d'accord. Mais vous avez dosé dans l'eau que vous buvez s'il y a de la chimiothérapie? Intéressant parce que il y en a. Et ces médicaments sont à la fois anticancéreux, mais induisent aussi des cancers. D'accord, donc ça rejoint un peu mon guérisseur africain là. Je peux continuer à essayer de guérir chacun individuellement ou réfléchir plus profondément au caractère civilisationnel de cette maladie. Qu'est-ce qu'elle vient faire là et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Et effectivement, dès qu'on se pose cette question de manière anthropologique, on se pose aussi de manière symbolique. Et Philippe l'a dit, une cellule qui prolifère et qui s'indifférencie. Elle perd sa capacité de différenciation. Au départ, elle était une cellule du foie, une cellule du pancréas, une cellule de l'estomac, une cellule du muscle, et puis elle devient un sarcome, un hépatocarcinome, un cholangiocarcinome pour les voies biliaires, une tumeur issue de ce tissu, et plus elle se dédifférencie, plus elle devient agressive. Plus le cancer est dédifférencié, plus il ressemble au fond à une sorte de cellule souche, plus il est agressif. Tant qu'il garde des caractères de différenciation qui ressemblent pas mal à du foie, à de la peau, à du je sais pas quoi, ça va. Quand il commence à être méconnaissable, ça y est, c'est autre chose. Il n'est plus du soi, il n'en fait plus partie. Et vous voyez qu'il y a un continuum entre la cellule cancéreuse qui commence à se transformer, le cancer in situ, le cancer qui franchit la membrane basale, et le cancer disséminé métastatique qui commence à créer autour de lui des nouveaux systèmes angiogéniques. Parce que c'est la caractéristique de la cellule tumorale, c'est qu'une fois qu'elle commence à être très différenciée, elle est capable de créer des néovaisseaux autour d'elle pour attirer l'énergie à elle. On va revenir après plus en détail sur la question de la cellule, mais cette question de la néo-angiogénèse, donc fabriquer des nouveaux vaisseaux, est très importante dans les tumeurs et définit une partie de leur agressivité, mais donne aussi des cibles thérapeutiques. D'accord, donc on est donc face à une maladie de civilisation, on traite les gens individuellement, c'est très bien, mais on sent bien qu'il y a le cancer, il y a quelque chose de plus vaste, que c'est la première cause de mortalité, et que symboliquement, il s'agit de quelque chose où on se dédifférencie, on ne sert plus à rien à l'organisme dans son ensemble, la cellule cancéreuse ne participe plus à l'effort collectif de maintien de la fonction. L'hépatocarcinome, il n'est plus une cellule du foie qui remplit son rôle de filtration, de fabrication de la bile, de synthèse de lipides, etc. Non, lui, il pompe l'énergie. Il suce l'énergie du corps collectif pour sa propre pérennité et son propre développement infini et maximal. Je me réplique à l'identique et je fais un clone tumoral qui ne va plus arrêter de grossir. C'est intéressant parce qu'on est en plein dans un moment où on vous explique que vous ne servez à rien. L'intelligence artificielle va vous remplacer. Vous savez ça? Il ne faut peut-être pas trop se le dire, sinon on risque de se cancériser assez vite. Mais on nous l'a expliqué, nous, on nous a dit qu'on était non essentiel, je crois, il y a quelques années. On nous a même suspendus, en dehors. Attendez, c'est-à-dire que la dissidence au Covid serait le cancer de cette société? Peut-être tu peux rebondir là-dessus et après on pourra aller plus loin. Oui. Alors, quand une cellule se dédifférencie, elle peut aller voir d'autres organes. Dans notre corps, les tissus organisés en organes impliquent des cellules qui sont territoriales.
Et la cellule cancéreuse, comme elle s'est dédifférenciée, on dit que c'est une régression presque ontogénique, voire phylogénique. Il y a même un cancérologue qui s'appelait Lucien Israël qui avait développé une théorie SOS très intéressante où il disait que finalement les moyens qu'on utilise sont des moyens que la cellule a connus dans le passé. Avant qu'il y ait l'atmosphère, eh ben, il y avait plus d'UV puisqu'il faut qu'une couche d'ozone soit formée. L'ozone, c'est 3 atomes d'oxygène qui donnent une molécule O3, ozone, qui filtre les UV. Et donc, quand on soumettait des cellules cancéreuses à des traitements type radiothérapie ou même la chimiothérapie, eh bien, la cellule, elle retrouve presque un caractère bactéroïde. On s'est rendu compte que quand une bactérie elle a trop de dégâts dans son génome, eh bien, elle accepte des macromutations. Chose que normalement une bactérie ne fera pas, elle a des mécanismes de réparation. Au risque de vous surprendre, le problème c'est pas pourquoi il y a autant de cancers, c'est plutôt pourquoi il y en a aussi peu. Puisque on a des mécanismes de réparation qui font en sorte que au cours d'une vie, on estime que nous avons généré une vie de 70 ans à peu près de l'ordre de 1000 milliards, voire 10 puissance 16 mutations. Une souris, c'est 10 puissance 7, 10 millions. Donc, évidemment, si on n'avait pas de mécanismes de réparation, bah, on aurait tous des cancers. Et donc, cette cellule dédifférenciée qui peut aller voir d'autres organes, les coloniser, va presque détourner tout l'organisme à son profit, comme l'a dit Louis, c'est du parasitisme, hein. C'est ce qu'on voit dans notre société. Et d'une certaine façon, certains cancérologues considèrent qu'un organe colonisé par des cellules cancéreuses, fortement colonisé, devient presque un néo-organe. Alors c'est assez fascinant parce que la cellule cancéreuse va générer, c'est aussi sa faiblesse, des néo-vaisseaux, on appelle ça l'angiogénèse. On pourrait d'ailleurs agir dessus. Autrefois, on faisait des thérapies par la chaleur, en mettant du froid ou du chaud, en faisant travailler ces vaisseaux, on arrivait, ils sont beaucoup plus fragiles, à les faire céder. Et donc, la cellule, après, c'est des cercles concentriques où il y a des cellules mortes, des cellules au centre. Il y a un jeu assez intéressant, si on sait l'exploiter, entre l'utilisation de l'oxygène ou la non-utilisation de l'oxygène. Il y a une glycolyse qui est perturbée. Et les cellules se nourrissent principalement de sucre. Le sucre est le carburant numéro 1. Il y a d'autres carburants, hein. Il y a des lipides, des acides gras, il y a des protéines. Alors c'est quoi une cellule ? C'est une petite unité entourée d'une membrane. Alors on va cibler les particularités de la cellule cancéreuse. Il y en a plein, hein, c'est peut-être le problème, il y en a trop. La première chose, c'est que la cellule cancéreuse, au niveau de sa composition, elle est plus lipidique. Elle a plus d'éléments gras dans sa membrane qu'on arrive à pointer par des molécules qu'on appelle des sélectines qui vont marquer les sucres. La deuxième caractéristique, c'est classique, on l'utilise en cancérologie tout à fait classique. Quand on veut voir comment évolue une cellule, on va faire une injection de glucose qui est marquée au fluor et on va voir si il y a une forte consommation de sucre. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de la cellule, vous avez plein de petits organes qu'on appelle des organites. Il y en a un qui est essentiel, c'est une mitochondrie. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est comme un petit haricot qui fait entre 7 et 10 micromètres. Le micromètre, c'est le millionième de mètre et à peu près 1 micromètre de large. Et grâce à cet organite, qui est une ancienne bactérie, c'est ça qui est intéressant, il fut un temps où les premiers maîtres de la Terre, c'était les bactéries. D'abord anaérobie, elles n'utilisaient pas l'oxygène, et après, elles ont utilisé l'oxygène. Et on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, la chlorophylle est apparue sur Terre. Il y a un saut quantique.
Mais en tous les cas, les premières bactéries qu'on appelle chlorophylliennes ont utilisé cette chlorophylle, et après les plantes, et on a pu ainsi dégager de l'oxygène qui progressivement est monté pour atteindre 21%. Et on suppose qu'il y a eu, d'ailleurs c'est un Belge, Christian Deduc, qui recevra le prix Nobel de médecine ou physiologie pour avoir découvert un autre organisme qu'on appelle le lysosome, qui est une sorte de sani-broyeur destructeur de tous les déchets dans la cellule, qui a envisagé qu'il y a une première cellule qu'on appelle l'UCA, Last Universal Common Ancestor, qui a abrité une bactérie en son sein. Et il y a eu quelque chose d'essentiel qui devrait nous faire réfléchir. On n'est pas du tout dans un schéma darwinien. Les bactéries et cette cellule LUCA auraient pu se faire la guerre, mais ils ont trouvé plus subtil. LUCA a accepté une bactérie qui, au sein de la cellule LUCA, a évolué pour devenir une mitochondrie. Et dans les cellules végétales, une autre bactérie a évolué pour donner le chloroplaste qui contient la chlorophylle. Et dans nos cellules, on a à peu près 2000, grâce à ces anciennes bactéries, les mitochondries, on peut dégrader, quand il y a de l'oxygène présent, le glucose en 36 molécules d'ATP. Alors c'est assez simple à comprendre, mais c'est subtil. L'énergie dans le corps est délivrée en pièces de 1 euro. Chaque pièce d'1 euro correspond à une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc peu importe, l'adénosine c'est un groupement chimique, mais il y a 3 groupements phosphates. Et donc, dès que la cellule a besoin d'énergie, elle va dégrader 1 ou 2 groupements phosphates. Quand elle en dégrade 1, ça donne l'adénosine diphosphate. Il n'y a que 2 phosphates. Si elle en enlève 2, ça donne l'adénosine monophosphate. Puis si l'énergie est encore présente, l'adénosine monophosphate peut donner de l'adénosine diphosphate ou de l'adénosine triphosphate. Bon, vous avez compris. Donc c'est assez habile. Il y a tout un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs où le glucose est découpé en petits morceaux. Et à chaque fois qu'il y a un petit morceau découpé, on produit de l'ATP. Et quand il y a de l'oxygène et du glucose, on produit 36 molécules d'ATP. Quand il n'y a pas d'oxygène, on n'en produit que 2. Et ce qu'on constate, c'est qu'une cellule cancéreuse, c'est le chimiste allemand Otto Warburg qui l'a découvert, c'est qu'une cellule cancéreuse présente une anomalie de fonctionnement au niveau de sa mitochondrie. Je vous invite à aller écouter Laurent Schwartz, avec qui j'avais fait un dialogue sur ça. Et donc il a eu, et il n'est pas le seul, l'idée de dire, effectivement, il faut avoir des molécules, il y en a, comme l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate, le bleu de méthylène, relancer ces mitochondries pour que la cellule cancéreuse retrouve un atout. Et finalement, c'est mieux poser le problème. Je vais conclure, je repasserai la parole à lui, puisque lui, c'est matière, énergie et surtout information. Et donc, on parlait d'hématologie. Il y a un hématologue qui s'appelle Laurent Degausse. Il a travaillé avec le professeur Wang, qui enseignait la médecine traditionnelle chinoise. C'est un docteur en médecine. Et ils se sont rendus compte que dans un type de leucémie, les leucémies à promyélocytes aigus, si on donnait des transrétinoïdes, qui sont des précurseurs de la vitamine A, la cellule cancéreuse redevient normale. Il a appelé ce passage d'une cellule leucémique à une cellule normale la réversion. Et il y a un tabou qui a été abordé et enlevé, c'est-à-dire qu'on a tous en tête l'idée qu'une fois qu'une cellule est devenue cancéreuse, on ne peut pas l'arrêter dans son processus. La seule façon de l'arrêter, c'est de la tuer par la radiothérapie, par la chimiothérapie. Évidemment, il y a aussi l'exérège chirurgical, on enlève la masse. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus subtil de dire que finalement, si on la réinformait, la cellule cancéreuse, c'est une délinquante biologique qu'il faut réinformer. C'est comme mettre les gens en prison. Vous voyez, on les réinforme, on leur donne une autre vision du monde, etc. Il y a de fortes chances qu'ils sortent de prison, qu'ils n'ont pas envie de récidiver. Mais si on les laisse avec des gens qui leur proposent la même vision de vie qu'eux, c'est sûr qu'elle va récidiver. Donc, première chose, c'est que en ciblant différemment
la cellule cancéreuse au niveau de sa mitochondrie, on arrive actuellement à avoir des résultats intéressants sur les cancers qui ne sont pas trop agressifs. Mais c'est un début. Ensuite, on est dans le paradigme du tout génétique. Est-ce que l'ADN, on reviendra là-dessus, est la seule porte d'entrée de la cellule cancéreuse? Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, notamment le pH? Et on rentre dans l'oncologie intégrative, où on aborde le problème du terrain. Le terrain est tout, et le microbe n'est rien. Mais est-ce que ça ne serait pas la même chose pour les cellules cancéreuses? Je vous donnerai quelques exemples, notamment d'un chirurgien oncologue qui s'appelle Tullio Simoncini, qui, dans certains types de cancers, a montré comment, en rehaussant le pH, il pouvait avoir des résultats intéressants sur les tumeurs. Voilà deux paramètres, la mitochondrie, le pH. Merci Philippe. Je vais reformuler pour explorer ces pistes thérapeutiques quelque part, parce qu'on cherche des traitements. On vous a dit que le traitement d'une seule personne peut-être suffirait pas, mais en tant que cette personne, on cherche à le mieux. Et effectivement, la cellule cancéreuse soustrait l'énergie du corps et échappe au système immunitaire et à la vigilance du système immunitaire, alors même que normalement, elle est sans cesse détruite par le système immunitaire si elle ne peut pas être réinformée. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que parfois on diagnostique des cellules cancéreuses ou anormales chez certains patients, on ne fait rien et on revient quelques années plus tard, il n'y en a plus. Et c'est tout le problème du surdiagnostic par le surdépistage. C'est que parfois on tombe sur quelque chose, on dit qu'est-ce qu'on en fait? On a ce problème-là aussi en médecine, c'est que quelqu'un vient pour une péritonite ou n'importe quoi, et puis on lui fait un scanner et on trouve une masse quelque part, un incidentalome. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le soigner par une chimio agressive alors qu'il n'a rien demandé? Sur cette question de l'énergie qui est soustraite à l'ensemble du corps, vous pouvez retenir que pour nous, cliniciens, en médecine, quand quelqu'un perd du poids, est fatigué, a une altération de son état général, ça pue le cancer. Ça pue le cancer, tiens. Mais vous avez peut-être entendu l'idée que les gens qui avaient un cancer ou les gens qui ont un rhume ont une odeur particulière, ont une signature olfactive particulière. Peut-être vous avez vu même pendant le Covid qu'on a dit que des chiens pouvaient diagnostiquer le Covid. Juste des chiens douaniers. Savoir si vous n'aviez plus besoin d'un coton-tige dans le pif, ils vous reniflent à la douane et puis vous ne pouvez pas passer. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui travaillent très sérieusement là-dessus. Et c'est marrant parce que ça part d'une intuition clinique qui date d'Hippocrate. Hippocrate décrivait déjà que certaines maladies donnent des odeurs particulières. Le diabète et l'odeur cétonique de pommes pourries, le Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie particulière qui donne une odeur où vraiment ça pue. Et en tant que clinicien, dès que vous fréquentez régulièrement des malades, vous vous en rendez compte, même si vous n'avez pas le nez très fin. À tel point qu'il y a une étude qui a présenté des sous-vêtements de gens malades ou pas malades à des quidam lambda comme nous, et qui a dit, alors, est-ce que vous pensez qu'il est malade ou pas? Et les gens ont eu tout bon. Ils ont réussi à dire qui était malade et pas malade, juste en sentant l'odeur de la sueur des gens. Donc ça, voilà. Pour vous dire, amaigrissement, altération de l'état général, asthénie, la fatigue généralisée, pour nous, ce sont des signes très très forts. Quand on trouve rien d'évident, on dit, tiens, il doit y avoir un cancer à déloger quelque part. Parce qu'il est en train de lui bouffer toute son énergie. Et il lui bouffe toute son énergie par ces cellules qui carburent mal. On pourrait dire ça sur cette mitochondrie qui ne fait plus son travail de mettre les bûches de glucose dans la cheminée, de mettre le tirage à fond avec l'oxygène et de produire 36 ATP. L'ATP, donc, c'est ce carburant énergétique du corps. Hein. Non, là, c'est comme si elle les faisait fermenter à petit feu et elle n'en tire plus que 2 ou 4 ATP. C'est minable. Le rendement est minable. Elle est en fermentation. Mais comme le rendement est minable, elle en bouffe, elle en bouffe, elle en bouffe. Et effectivement, Philippe l'a dit, il parlait du PET scan. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu un PET scan. Un PET scan, c'est de vous donner un marqueur qui est du sucre, mais qui a un fluorochrome dessus, a quelque chose qui fait qu'il fait de la... on va pouvoir le faire apparaître en imagerie. Et on voit que on fait une sorte de petite carte du corps, on voit le corps de quelqu'un, hein, c'est comme si vous aviez une petite cartographie, puis on voit des endroits où c'est très brillant, dans le foie, au niveau des os, au niveau... Tiens,
Et on fait ça pour la surveillance. Et on dit, tiens, là, il y a peut-être des métastases. Et c'est des endroits qui sont en train de consommer du glucose comme des fous. On a déjà évoqué une première piste thérapeutique. Faire carburer la cellule beaucoup mieux que ce qu'elle fait. Comment on fait mieux carburer la cellule? Peut-être en lui donnant un carburant différent, ou en essayant de l'affamer. Mais c'est marrant parce que vous avez en Belgique des gens qui travaillent sur le jeûne et le cancer de manière très efficace. Hein. Ça, c'est le professeur de Grotte, de Groot, je ne sais pas comment on dit. Groot de Groot, c'est la part flamande. Ouais. Mais ça, c'est 2015, 2019, 2024, 2025, c'est pas il y a 250 ans. Hein. C'est là, jeûne intermittent, jeûne pendant 48 heures avant, 36 heures après, et qui s'oriente pour le moment sur montrer que quand on fait ce jeûne en périchimiothérapie, il y a moins d'effets secondaires. Ok, mais ça y est, c'est clair et net. Quand vous jeûnez avant et juste après la chimio, vous avez moins de nausées, moins de vomissements. Bon, c'est bien, vous êtes content, mais là, on n'est pas en train de soigner la cellule qui a carburé mal. Si vous faites ce jeûne, vous pouvez aussi améliorer l'efficacité de la chimiothérapie. D'accord. Ouais, mais alors là, vous allez dire, tout le monde doit jeûner. Non, si vous avez quelqu'un qui a déjà perdu 40 kilos, qui a plus d'énergie, qui est déjà en stade de « j'arrive plus à satisfaire à ce qu'il faut », vous ne pouvez pas le faire jeûner. Vous allez le tuer. Ah, attention, comme d'habitude, un traitement, vous pouvez tuer le patient ou vous pouvez l'aider à guérir. Mais il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire jeûner tout le monde pendant 3 semaines pour le débarrasser de sa tumeur, sinon il va mourir guéri. Ouais, il n'aura plus de tumeur, mais souvent, on aime bien ça en médecine. Hein. Ah, il est mort guéri. Mais c'est pas une blague, hein. J'ai eu des chirurgiens, pourtant je l'ai bien opéré, hein. Il n'y avait plus rien. Ouais, ben, il est mort. Donc là, on a une première piste. Deuxième piste que Philippe vous a soulevée, cette idée régressive, à la fois psychologiquement, mais métaboliquement, dans toutes les voies métaboliques de la cellule cancéreuse, il y a une sorte de régression et de simplification. Il y a des thérapeutiques qu'on appelle atavistiques, l'idée d'atavisme, de ce qui est hérité depuis le tout début, depuis la cellule primitive, depuis la bactérie primitive, et qui redisent, mais ça se comporte presque comme un parasite, effectivement. Et donc des traitements comme l'ivermectine, le fenbendazole, d'autres antiparasitaires, antibiotiques, antiviraux ou autres, peut-être seraient utiles. Actuellement, il y a une étude dans clinicaltrial.gov donc qui recense les études en cours au Mexique, qui est compassionnelle, c'est-à-dire on l'a fait chez des gens où il n'y a plus d'espoir pour la chimio ni rien. C'est pratique, hein. Quand les gens, il n'y a plus d'espoir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on leur fait signer là, quoi. Et on leur donne des cocktails d'antibiotiques ou d'antiparasitaires. Et on montre qu'ils ont une survie prolongée. Ah tiens, là, il y a quelque chose à introduire aussi de nouveau. Et je vais en reparler en vous lisant quelques cas cliniques ensuite, pas tout de suite, mais après. Est-ce qu'on guérit du cancer? Est-ce qu'on peut rééduquer? Ou en fait, il y a probablement plusieurs situations. Il y a des gens qui guérissent, c'est fini. Mais ils se sont profondément transformés. Et quand vous les interrogez, ils vous disent « mon cancer m'a guéri ». C'est intéressant. Il les a guéris de quelque chose, d'une situation de fond avec laquelle ils ne pouvaient plus vivre. Et cette impuissance apprise là, que tu nous décrivais. Et puis il y a des gens qui vivent avec des métastases pendant 7, 8, 10, 15 ans et qui meurent d'autre chose. Vous savez que quand on dissèque un macabé mâle, à 85 ans, on trouve quasiment tout le temps un cancer de la prostate. Les stats, c'est peut-être 80 ou 85% des patients à qui on regarde, mais ils ne sont pas morts de ça. Ils sont morts d'autre chose. Comme si on passait notre temps, au fond, à vivre en équilibre avec cette cancérisation, avec ce cancer. Et donc peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver. Je vous dirai l'histoire d'un cas clinique d'une dame qui a vécu plus de 15 ans avec des métastases osseuses, des métastases hépatiques, etc., d'un cancer du sein, et sans chimiothérapie. C'est intéressant là quand même, qu'il y ait des possibilités. Ensuite, donc, traitement atavistique, ces cocktails d'antibiotiques et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour le moment? Parce que vous allez lire sur Twitter, ah ouais, il faut tous qu'on prenne du fenbendazole et de l'ivermectine. Et non, publiquement, je ne peux pas vous dire ça devant une caméra, vous comprenez bien, quoi. Bon, n'empêche, si j'avais un cancer multimétastatique, je pense que
la balance du bénéfice et du risque entre la molécule de Pfizer novatrice et de l'ivermectine, peut-être que je ferai l'effort d'aller me renseigner. Mais peut-être même que si c'était plus précoce que ça, je ferais l'effort de me renseigner. Effectivement, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'appelle William Makis, et qui n'est pas tout seul, hein, mais qui a publié avec quelqu'un que je connais bien, parce qu'il a beaucoup travaillé en réanimation avec Peter Corey, dont le nom là tout de suite m'échappe, mais je vais le retrouver, une série de 1000 cas cliniques de guérison ou de rémission sous ces traitements par ivermectine ou fenbendazole. C'est intéressant, 1000 cas cliniques, et en même temps, pour nous, en science, c'est le plus bas niveau de preuve. C'est-à-dire c'est moins bien que tous les autres types d'études qu'on pourrait faire. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et là, on a le problème que c'est ce qu'on appelle les médicaments repositionnés. Repurposed medication, ça coûte de rien, ou pas très cher. Ah, parce que dans le même temps, je vais vous décrire quelque chose de très intéressant, encore une piste thérapeutique, mais on a dit qu'il y avait un problème de système immunitaire, de contrôle immunitaire de la cellule tumorale. Comment on rééduque ou on rend plus agressif le système immunitaire? Actuellement, il y a des thérapeutiques qui ont cours en hématologie qui s'appellent les TCAR-cells, cellules T modifiées avec une cassette CAR. C'est quoi ce truc-là? C'est des cellules T, donc des cellules de l'immunité, hein, des lymphocytes, des globules blancs un peu particuliers qui servent à l'immunité. Et on les prend au patient, on lui prend du sang, on centrifuge, on fait passer sur des colonnes d'affinité de Serra, on enlève les globules rouges, on enlève les lymphocytes B, on enlève les polynucléaires, on enlève les plaquettes, on enlève tout. On garde que ces cellules-là. Et on les modifie génétiquement. On les cultive ensuite, et on les fait se reproduire pendant plusieurs mois. Et on les réinjecte aux patients auxquels on l'a pris. Et ces cellules, elles viennent d'être éduquées pour aller bouffer le lymphome, pour aller bouffer la leucémie aiguë lymphocytaire. Chez les enfants, notamment, dans les LAL de l'enfant, qui sont des maladies très agressives, c'est des traitements qui sont hyper intéressants, vraiment, et les résultats sont surprenants. Par contre, l'injection, ça vaut 150 000 €. Ah oui, là, c'est pas la même chose que l'ivermectine ou le fenbendazole, hein. C'est du médicament sérieux, là, pour les investisseurs. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se développent dans des dimensions presque qui ne se touchent pas, qui n'arrivent pas à ce moment, et qui pourtant les deux sont passionnants. De même, on a dit, moi j'ai beaucoup travaillé sur la leucémie aiguë, et pendant des années on est resté sur l'idée que il y avait des globules blancs pas normaux qui sortaient, il fallait balourder de la chimio, en gros mettre du défoliant sur les mauvaises herbes. Jusqu'à ce que j'ai tellement mis de défoliant qu'il n'y a plus rien qui pousse, la moelle osseuse elle-même, elle ne produit plus rien, vous êtes en aplasie prolongée. Ah super. Et on fait même des chimiothérapies et des irradiations parfois de la moelle osseuse, j'ai dit épinière, c'est osseuse, hein. La moelle osseuse, on fait des chimiothérapies aplasiantes à dessein, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire des traitements myélo-ablatifs, qu'il n'y ait plus de système immunitaire et de globules qui soient créés. Pour ensuite faire des allogreffes de moelle. On donne de la moelle osseuse de donneur au patient. Et là, on dit il est guéri. Attendez, je vais vous expliquer ça autrement. J'avais un carré de terrain là-bas avec des pissenlits qui poussaient. Les pissenlits, on va l'appeler leucémie. Je voulais pas des pissenlits, je voulais des tomates. Bon, je vais mettre du Roundup, du Roundup, du Roundup, du Roundup. À la fin, il n'y a plus rien qui pousse. Pas de tomates non plus, hein, je vous rassure. Et je dis, bon, bah la terre est foutue. On va faire venir de la terre d'ailleurs. Amenez-moi de la terre de jardin qui vient d'un autre endroit. Et puis là, je vais faire repousser et je vais dire, bah c'est bon là. Ah, attendez, c'est lunaire, quoi. Donc ça, c'était des traitements simplistes. Mais petit à petit, on a trouvé des voies de différenciation, des voies justement qui travaillaient sur la dédifférenciation progressive de cette cellule tumorale. Je vais vous donner un exemple précis, notamment, c'est la leucémie myéloïde chronique. Dans la LMC, actuellement, on a trouvé que la voie, c'était une mutation qui s'appelle BCR-Abelson sur une tyrosine kinase, et donc on donne des anti-tyrosine kinase, c'est un médicament par la bouche, et le patient est guéri, on redifférencie les cellules anormales de leucémie myéloïde chronique en lymphocytes normaux. Et les gens vivent, avant cette maladie était mortelle, hein, clairement. Maintenant, les gens vivent avec pendant 10, 30, 40 ans avec un traitement Péros tous les jours. Ils ne sont pas guéris, ils ont toujours la maladie. Ils ont toujours la mutation BCR-Abelson. Mais grâce à ces antityrosine kinases, ils arrivent à vivre avec. Le premier, historiquement, peut-être certains d'entre vous connaissent, s'appelle le Glivec. Donc ça, c'était il y a plus de 25 ans. Depuis, on en a développé d'autres. Mais ça marche, quoi.
Ça marche. Et ça, c'est de la chimie, des labos purs et durs de Big Pharma. Et je peux vous dire que les gens qui ont une LMC, ils seront contents d'avoir ces traitements-là. Donc pour vous dire que c'est pas si simple que juste de l'alternatif où il y a aussi le développement de plein de choses. Les ticarcelles, les antityrosine kinases, maintenant tout ce qu'on appelle l'immunothérapie et les anticorps monoclonaux, qui sont dans plein de cancers et plein d'hémopathies, des traitements beaucoup plus spécifiques de certaines voies métaboliques à l'intérieur de la tumeur. Et qui cherchent à faire ça, à redifférencier les cellules, à leur permettre de se redifférencier. Donc là, il y a des grosses pistes thérapeutiques là-dessus, et on a, dans la LLC notamment, enfin dans la leucémie lymphoïde chronique, je vous ai parlé de la leucémie myéloïde chronique, mais dans la leucémie lymphoïde chronique aussi, il y a ces traitements-là. D'accord, il faut mieux faire carburer la mitochondrie, hydroxycitrate, bleu de méthylène, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Acide alpha-lipoïque. Acide alpha-lipoïque, mais en fait il y en a plein d'autres. Hein. Ah oui, il y a plein de molécules qui peuvent... Sven Georgi, oui, qui fut aussi prix Nobel, quand on donne un poison à une cellule, le curare par exemple agit sur les mitochondries ou le cyanure. Et donc si on met du bleu de méthylène sur des cellules qui ont été cultivées in vitro et dont on a fermé la mitochondrie, le bleu de méthylène relance la mitochondrie. Alors je vais rebondir un peu sur ce que disait Louis. Il y a un autre prix Nobel, alors vous voyez, on fait référence à des gens récompensés, Joshua Lederberg, qui lui considérait que notre corps, c'est un super organisme. Il y a dans tous les tissus des virus, des bactéries, des champignons, des parasites. Et le cancer, si on prend que la cellule cancéreuse, est-ce qu'on se prive d'un partenaire qu'on pourrait éliminer, qui est un cofacteur nécessaire? Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a un champignon, le Candida albicans. Une cellule cancéreuse, on l'a vu, elle est très en demande de sucre. Le Candida albicans adore le sucre. Et ensuite, une cellule cancéreuse, du fait qu'elle est rentrée en crise énergétique, elle va dégrader le glucose en acide lactique, en produisant 2 molécules d'ATP, alors que quand la dégradation est complète, on va jusqu'au stade de gaz carbonique, eh bien on en produit 36. Donc le tissu cancéreux proposait une acidité au Candida albicans, et le Candida albicans, lui, avec ses filaments qu'on appelle les ifs, allait chercher les métaux dont la tumeur avait besoin. Donc c'est une approche qui est intéressante, puisque plutôt que de cibler que la cellule, on cible les cofacteurs. Alors ça expliquerait pourquoi, par exemple, dans certains cancers, eh bien, des antiparasitaires peuvent fonctionner. Parce que si on voit un tissu cancéreux comme une sorte de symbiose avec des parasites, pourquoi ne pas traiter le cancer avec un antiparasitaire, comme l'ivermectine, le fenbendazole, etc. Donc vous voyez, le cancer est très intéressant parce que ça nous amène à reconsidérer le vivant. Évidemment, on ne meurt jamais du cancer, on meurt de syndrome dit paranéoplasique, c'est-à-dire à la fin, on ne peut plus réguler l'homéostasie. C'est-à-dire le corps, quand il y a une cellule cancéreuse, si vous voulez, pour 10, le corps est déjà en difficulté. Et quand on arrive à des stades où vous avez autant de cellules cancéreuses que de cellules normales, vous êtes dans des cas de cancer en phase extrême. On estime, c'est la courbe de Collins, que quand on a jusqu'à 1 million de cellules, le corps peut réguler lui-même. On a des propriétés d'autorégulation, on appelle ça l'autopoïèse, le million de cellules. Quand on a dépassé le million de cellules, pour atteindre 1 milliard, il faut aider le corps. Alors, il y a plein de cancers, probablement j'en ai fait, vous aussi, puis ça disparaît. On peut vivre avec son cancer. Il ne faut pas être dans l'obsession de faire la guerre au cancer, l'éradiquer à tout prix, parce qu'on risque d'avoir beaucoup plus d'effets en l'éradiquant qu'en le laissant, si évidemment c'est au cas par cas. Vous avez compris qu'il n'y a pas le cancer, il y a les cancers, et il y a surtout les cancéreux. En écoutant lui, je me disais que finalement, quand on a des maladies du sang, c'est souvent des problèmes familiaux.
Et c'est comme si l'individu refusait d'arriver à sa forme finalisée, quoi, sa forme unipotente ou différenciée. Et dans beaucoup de pathologies, on a vu qu'un certain cancérologue considère un organe comme un néo-vaisseau. C'est comme si le patient avait mis dans sa biologie le changement d'identité qu'il voulait et qu'il n'arrive pas à mettre dans sa vie. Donc on pourrait multiplier les approches biologiques, mais n'oublions pas que nous sommes un corps et un esprit. Et on oublie souvent le cerveau. J'espère que dans l'oncologie intégrative, on pourra rajouter le cerveau au corps. Parce que si on soigne le corps et qu'il y a un conflit qui est la cause de ce que nous vivons, on pourra multiplier les exemples de choix thérapeutiques avec l'excellence de ces choix thérapeutiques. Mais peut-être qu'il faut essayer de prendre le corps et l'esprit ensemble. Ouais, merci beaucoup. Vous sentez qu'on aborde autre chose d'un coup, parce que si on rentre dans la complexité des voies thérapeutiques, effectivement, des voies métaboliques, au fond, on n'arrêtera jamais de suivre les évolutions de la science et de la recherche, des modalités de mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque nouvelle génération qui passe apporte un affinage en termes de méthodes diagnostiques. On va aller regarder le génotypage de la tumeur. Mais si vous regardez la bibliométrie actuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est publié sur la question du cancer, c'est un très bon indice de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde de l'oncologie. Il y a 15 ans, on faisait la génétique des tumeurs. Et donc, vous avez peut-être entendu pour celles qui ont eu un cancer du sein ou autour de vous des femmes qui ont eu un cancer du sein, que l'on faisait un typage génétique qui permettait de dire est-ce qu'ils sont triple négatifs, HER2+, ou moins, etc. Des mots compliqués comme ça pour dire qu'est-ce qu'exprime cette tumeur et est-ce qu'elle est plus ou moins agressive en plus de ses caractéristiques locales. Et donc, il y a 35 ans, regardez localement. Est-ce que la tumeur a envahi des vaisseaux? Est-ce qu'elle a outrepassé la membrane basale? Est-ce qu'elle a fait ci ou ça? Comme ça, on a défini des carcinomes in situ, cancers de telle ou telle agressivité. Puis ensuite, on a fait des cartes d'identité génétique, en disant il y a tel ou tel mutant à l'intérieur qu'il est intéressant de cibler. Mais aujourd'hui, on est en train de faire le microbiote des tumeurs. Quelle coopération, bactéries, champignons, virus, parasites, sont autour dans l'écosystème de ces tumeurs. Parce que c'est jamais une tumeur toute seule, c'est un écosystème tumoral à l'intérieur de nous. Et ça pose la question, Philippe l'a commencé à dire, est-ce que la tumeur c'est quelqu'un d'autre ou c'est moi? Et c'est quoi la frontière entre les deux? Parce que vous avez peut-être aussi remarqué que certaines personnes qui ont un cancer, de par notre système, obtiennent tout de suite la carte cancer. J'ai ma carte cancer. Et donc je peux me plaindre. Je peux recevoir de la pitié. Je peux me traîner et être fatigué. Je peux quitter un boulot que j'arrivais jamais à quitter avant et dans lequel j'étais à fond tout le temps. Et là, enfin, je vais pouvoir dire stop alors que je pouvais jamais dire stop avant. Je vais enfin recevoir de l'attention de la part de ce mari où au 19e siècle j'aurais fait une crise d'hystérie ou inversement de ma femme qui s'en fout et qui me trompe. Les histoires sont singulières à chaque fois, mais il y a quelque chose qui se joue dans la psychologie, dans l'entrée dans cette maladie. Et tous les mots eux-mêmes de la maladie sont extraordinairement agressifs. Vous avez une tumeur. Vous savez que votre cerveau entend de manière hypnotique les mots sans mettre de filtre grammatical. Et donc si on dit à quelqu'un « vous avez une tumeur », vous entendez « tumeur »,« je meurs ». Et d'emblée, c'est cette annonce-là. Et là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Dans une société, une civilisation qui dit « je ne veux plus entendre parler de la mort », le cancer ne vous parle que de la mort. Et dès que vous dites le mot cancer à quelqu'un, ou tumeur, d'emblée, il envisage son cercueil. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment étonnant à quel point cette maladie et les malades qui la vivent racontent quelque chose de notre histoire collective et de leur histoire individuelle. Je vais vous raconter justement une histoire de deux patientes avec un cancer du sein, et je tire ces histoires d'un livre de Jean-Loup Mouisset, qui est un ami, qui est un médecin oncologue qui exerce à Aix-en-Provence, à côté de chez moi, et qui a créé, qui a fait
un postdoc à Stanford en oncologie intégrative, cette idée-là qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire que simplement radio, chimio, chirurgie, hormonothérapie, mais qu'il y avait peut-être plein d'autres choses à faire. D'une part pour aider ces traitements-là, mais peut-être aussi pour les suppléer en partie ou réussir à s'en affranchir. Et donc notamment avec de la phytothérapie, de la méditation, du jeûne, de la diète cétogène, l'utilisation de molécules repositionnées, etc. Ou des traitements métaboliques comme de la micronutrition. Vincent Castronovo n'est pas dans la salle, mais il pourrait nous en dire beaucoup. Et j'en viens à cette histoire-là, parce que tant qu'on parle de biologie, de médicaments compliqués, etc., c'est pas vécu. Mais tout ça, c'est vécu. C'est une histoire de vie et c'est une histoire de transformation. Alors allons-y. Nicoletta a 51 ans. Le diagnostic. À 51 ans, en mai 2010, Nicoletta apprend qu'elle a un cancer du sein, d'emblée métastatique, osseux, ganglionnaire et pulmonaire. Le pronostic n'est pas bon. Avec les moyens thérapeutiques disponibles à l'époque, son espérance de vie est entre 18 et 24 mois seulement. Et vous le savez peut-être, hein, mais ça fait partie de l'annonce diagnostique pour les médecins oncologues de vous donner le pronostic, c'est-à-dire combien de temps vous avez à vivre en moyenne. Là, ça vous remet un peu les pieds au sol. Hein. Elle est d'abord opérée de son cancer, très peu hormonodépendant, qui semble s'apparenter à un cancer triple négatif. Puis elle fait 6 cures de chimiothérapie, un protocole puissant par Taxotere et pyrulicine. On obtient une réponse partielle. Le scanner thoraco-abdominopelvien et la scintigraphie osseuse d'octobre 2010, révélant une persistance des lésions métastatiques au niveau des os, des ganglions et des poumons. Ça marche un peu. Je la vois après ces 6 premières cures, elle ne voulait pas d'une intensification thérapeutique. C'est-à-dire une chimio encore plus baston, quoi. Avec derrière, justement, une greffe de moelle, ce dont je vous parlais. Alors que c'est ça qu'on lui propose. Et elle est déçue que le protocole déjà puissant qu'elle avait reçu n'ait pas permis une rémission complète. Je lui propose alors le protocole opposé, à savoir un protocole léger, dans un objectif de maintenance et de consolidation du résultat obtenu. Elle voulait s'inscrire dans une démarche de santé où elle ne cherchait plus à éradiquer le cancer, mais à vivre avec, aussi bien que possible, tout en renforçant son organisme pour qu'il résiste mieux au cancer. Ainsi, la chimiothérapie orale, à dose modérée, orale par la bouche, par Xeloda et capecitabine, associée à une thérapie ciblée, l'Avastin, répondait en partie à son attente, par son effet cytostatique. Ce n'est pas un cytolytique, cytotoxique, c'est un cytostatique, c'est juste pour que ça ne bouge plus. C'est bien toléré, et c'est un effet anti-inflammatoire et immunostimulant sur le long terme. Malgré cela, Nicoletta avait quelques troubles digestifs, justifiant la prise de compléments pour améliorer la réparation de la muqueuse digestive. Elle prend alors un complément à base de glutamine, un acide aminé réputé être le 2e élément nourricier dans les cancers du sein. Je ne le recommande pas dans les cancers digestifs, car il est l'élément nourricier principal au niveau intestinal. Donc là, ça nous amène sur la question de la glutamine. Mais en plus de la vitamine D, Nicoletta voyait aussi un médecin spécialisé en pratiques complémentaires qui lui proposait un accompagnement à visée immunomodulatrice à base d'alkylglycérol et de gui viscum album, le gui des druides. Plante utilisée en phytothérapie qui contient des substances cytostatiques et immunostimulantes avec des résultats intéressants, notamment pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer en cours de traitement. Les résultats. En août 2011, soit 18 mois après le diagnostic, devant la parfaite stabilité des lésions métastatiques aux examens et l'absence de symptômes, Nicoletta souhaite arrêter toute thérapeutique anticancéreuse. Je suis mal à l'aise. Je le reconnais car je redoute une reprise évolutive dont on ne sait jamais si on pourra la maîtriser aussi bien qu'au départ. Mais elle est sûre d'elle et résolue. Alors je négocie un suivi très régulier. Biologie et scanner tous les 2 mois, puis tous les 3 mois, puis tous les 4 mois, puis tous les 6 mois. Nicoletta s'était investie dans un programme d'accompagnement thérapeutique au moment de la rémission. Petit à petit, elle a gagné une telle autonomie qu'elle est devenue elle-même conseillère en santé. L'accompagnement thérapeutique, c'est des programmes que Jean-Loup fait, entre autres, au centre ressources, à Aix-en-Provence, mais ailleurs, à Toulouse et à d'autres endroits, où on crée des groupes de patients les uns avec les autres. Et je vais revenir sur cette question de groupe, de pourquoi c'est très important que le cancer, ce ne soit pas tout seul, que ça se vive. Parce que c'est le trait principal des émotions ressenties par les gens qui ont un cancer, c'est l'isolement.
Donc elle, non, elle participe à ces groupes, qui parfois vont jusqu'à accompagner une personne à mourir. C'est très dur, hein, qui a la même maladie que vous. Donc, mais les gens en sortent transformés. Elle n'a donc pas seulement arrêté les soins anticancéreux, alors que beaucoup de patients auraient fermé la porte pour oublier le cancer, elle a tout mis en œuvre pour prendre soin de la santé des autres et la renforcer. Elle n'a pas eu peur de se confronter au cancer en participant au programme d'accompagnement sur 1 an, rencontrant d'autres femmes atteintes de cancer métastatique. Elle risquait d'être le témoin de l'évolution défavorable d'autres membres du groupe, mais elle ne confondra jamais son histoire avec celle des autres, sans jamais fanfaronner, car très consciente de la fragilité de sa situation. Et aujourd'hui, en 2023, cela dure depuis bientôt 12 ans. Vous vous souvenez combien elle avait de pronostics au départ, hein? Ouais. Sans aucun traitement anticancéreux. Elle a pu ainsi vivre en parfaite santé depuis tout ce temps, alors qu'elle avait eu un cancer du sein métastatique plus de 13 ans auparavant. Bon, voilà. Cette première vignette. Alors, des fois, il y a des conflits de diagnostic, mais ça dépend de la psychologie de la personne. Je me souviens d'une infirmière à Lille, son cancérologue lui a dit vous avez 12 mois à vivre. Elle a regardé, elle lui a dit j'irai à ton enterrement. Vous savez quoi? C'est lui qui est mort. Alors, après, un autre exemple, avec un ami homéopathe, on avait suivi un monsieur qui avait une leucémie. En fin de compte, son problème, c'est qu'il était humilié par ses beaux-parents chez qui il vivait et sa femme. Et donc, la maladie a changé le rapport avec ses beaux-parents et sa femme. Puisque la maladie, en particulier le cancer, a amené ses beaux-parents à être plus sympathiques, sa femme aussi, etc. Donc, il a été suivi pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, on lui a dit maintenant, vous êtes guéri, quoi. Et il est mort. Parce que la perspective de retrouver guéri sa condition d'humilié, c'était trop pour lui. Il n'avait pas fait le travail. La maladie a changé leur rapport. Et quand on regarde le profil des cancéreux, ce sont souvent des gens qui ont du mal à exprimer leur réelle identité. Ils sont très sympas, mais au bout d'un moment, ils sont bloqués dans ce personnage et la maladie change le rapport à l'autre. Donc c'est aussi une stratégie pour changer les rapports. La maladie. Oui, on rentre dans ce champ-là, hein, de la psychologie et à quel point pour chacun c'est différent, avec un éventail thérapeutique qui est au fond faramineux. On n'a jamais eu autant de moyens contre le cancer, hein. Surtout si on commence à s'intéresser aux médecines traditionnelles aussi, qui ont plein d'intérêts. Vous avez vu le ghee, d'autres choses comme ça, la nutrition. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est la productrice des Nuits Faux, peut-être ça vous dit quelque chose, hein, ce film de Cyril Collard sur la vie de la nuit et le VIH, etc. Et qui s'appelle Marinella Banfi. Et Marinella Banfi a eu un cancer du sein, je peux le raconter parce qu'elle l'a raconté publiquement. Hein. Et on lui a proposé la chirurgie qu'elle a acceptée, et ensuite une chimiothérapie qu'elle a refusée. Et son oncologue lui a dit qu'elle était folle, et que c'était une patiente insupportable, et qu'elle avait qu'à mourir ailleurs. Et elle est partie en Inde, sur un coup de tête, dans une clinique d'Ayurveda. Et puis, ça a changé sa vie, et elle est revenue guérie. 5 ans après, encore guérie. Et elle est retournée voir son oncologue, en lui disant « Est-ce que ça vous intéresse? Je suis encore vivante. » Et il s'est dit oui. Et donc, elle l'a traîné en Inde, dans sa clinique d'Ayurveda, alors que lui était chef de service à Gustave Roussy à Paris. Et donc, vous avez un très beau film qui s'appelle « Mon docteur indien ». Ouais, Mon docteur indien, que vous pouvez retrouver sur Vimeo, elle l'a mis gratuitement. Je pourrais donner le lien à Nelly, vous le fera passer. Parce que c'est la rencontre de la médecine occidentale et d'autres choses. Et à l'interface des deux, cette personne, Marinella en l'occurrence, qui vit une transformation profonde de tout son être au monde. De femme active, forte, chiante parfois, à essayer de trouver qui je suis dans cette histoire. Qu'est-ce que je vais devoir élaguer du bruit de fond du monde pour essayer de me trouver moi? Ce qui n'est pas facile parce qu'il va y avoir de nombreux renoncements, de nombreux deuils à faire, peut-être des décisions éthiques à prendre vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la vie de couple, de la vie familiale, pour essayer de trouver qui elle est. Et aujourd'hui, elle aide encore et elle accompagne des femmes qui ont un cancer du sein. Et c'est elle qui m'a dit « Mon cancer m'a guéri ». Mais qui m'a aussi dit « Attention, je ne recommande pas d'aller faire de l'Ayurveda à n'importe qui.
Si quelqu'un est institutrice, je prends un exemple, une image d'Épinal, hein, je n'ai rien contre les instituteurs, mais première de la classe, docile, qui applique ce qu'on lui dit, qui fait le programme exactement comme il faut, et qu'elle croit dans la chimiothérapie et dans cette thérapeutique-là et dans tout le système institutionnel, ça ne sert à rien probablement de lui proposer de l'Ayurveda et du régime cétogène et de la méditation. C'est pas son truc, quoi. Et ça, c'est particulier parce que ça veut dire que c'est quoi le bon traitement? Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui, une annonce diagnostique est faite parce que c'est Octobre Rose, et tac, ils font une mammographie, hop, ils étaient parfaitement en bonne santé et d'un coup, ils ont un cancer, alors qu'ils se sentent en parfait état. Ça, c'est très particulier aussi, hein, cette étape-là de passage à rentrer dans le monde de quelqu'un qui est malade. Et ensuite, vous avez devant vous une espèce de goémillot des thérapeutiques alternatives. Est-ce que je ferais plutôt de l'ivermectine avec un peu de ci ou je sais pas quoi? Et beaucoup de gens qui sont complètement perdus. Et c'est en ça, encore une fois, je pense que le système institutionnel a encore son intérêt, parce que là, au moins, vous avez un cadre. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Vous êtes pris en charge. On va vous aider le long du chemin, etc. Vous n'allez pas être tout seul. Et un des grands dangers pour moi serait d'aller tout seul essayer de guérir son cancer, alors même que les autres sont thérapeutiques dans toute cette histoire. Et la confrontation aux autres fait partie de la thérapeutique. Et Jean-Loup, il le montre avec les groupes de suivi, là, dont je vous ai parlé, ces groupes de patients qui se mettent ensemble. Ça fait partie un peu comme pour les alcooliques anonymes ou d'autres, ça fait partie des modalités de guérison, des échanges de savoir et de savoir-faire. Et aujourd'hui, vous avez des patients qui ont des connaissances que moi, j'ai pas. Je vous donne un exemple. Je discute l'autre jour au congrès de l'AMCIB avec des gens qui maîtrisaient infiniment mieux que moi le DMSO et le dioxyde de chlore, qui ont des indications dans le cancer. Mais moi, je ne sais pas faire ça. J'y connais rien. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire de cette... Oui, ça m'amène à une réflexion. Vous voyez, on a cité plusieurs approches alternatives. Finalement, on peut très bien réunir les deux. Puisque finalement, la médecine allopathique, son pôle d'excellence, le premier point de convergence, c'est de traiter les problèmes à courte durée, c'est son pôle d'excellence. Je vais prendre un exemple classique, vous avez une carotide sectionnée, c'est pas l'aroma ni la phyto qui va vous régler ça. C'est un bon chirurgien qui fera bien son boulot. Et puis les médecines alternatives arrivent à gérer le problème à moyen et long terme. Donc on voit bien, on a une gestion à court terme, à moyen et long terme, donc c'est complémentaire. Par exemple, la réflexion de Steiner, Rudolf Steiner, le gui fermenté, le Viscum album, c'est de dire que le gui, c'est un parasite. Il se fixe sur un arbre et il va pomper sa sève. C'est un hémiparasite. Donc il se dit, avec le gui, on peut soigner le cancer qu'il voyait comme un parasite, de symbole à symbole. Et on a étudié ce qu'il y avait à l'intérieur du gui. On trouve des molécules qu'on appelle des lectines, qui marquent spécifiquement les cellules cancéreuses, qui ont une membrane, comme on l'a vu, qui a des sucres modifiés, et ça augmente la défense immunitaire. C'est exactement le projet des cartes Cell, où on augmente la défense immunitaire, mais elle est plus ciblée pour pouvoir attaquer la cellule cancéreuse. Là, ça se fait naturellement. De même, quand vous faites un jeûne, avant une chimio et après, on a un programme qui est hérité de l'évolution. Quand on a connu des famines, eh bien, les cellules normales modifiaient leur perméabilité, la diminuaient pour éviter que toutes les toxines qui étaient libérées par la famine, donc l'amaigrissement, généralement elles sont fixées sur les graisses, soient libérées. La cellule cancéreuse a perdu ça. Donc effectivement, non seulement on aide le patient à ne pas avoir des effets désagréables, vomissements, etc., par les traitements classiques, mais en plus, on rend plus sélectif la chimiothérapie qui va plus aller tuer les cellules cancéreuses que les cellules normales qui, elles, se sont protégées et fermées. Et on pourrait multiplier les exemples où, effectivement, on s'aperçoit que peut-être l'approche allopathique, la biologie, la biochimie, la physiologie peut aider les médecines alternatives à mieux comprendre ce qui a été pratiqué de façon ancestrale. De toute façon, la médecine, la physique, c'est pas une science exacte. Personne peut dire vous allez vivre tant d'années.
Alors, parmi les exemples qui m'avaient frappé, j'avais lu une histoire où une comédienne américaine va voir un médecin généraliste, on est dans les années 20, et le médecin généraliste n'a aucun moyen de soigner ce qu'il considère être un cancer. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je fais? Il lui dit, faites un voyage. Elle fait un tour du monde, et elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Ben, vous revenez dans un an. Alors, bien dans un an, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, vous faites encore un voyage, 3 années de suite. Et la quatrième a dit, ben non, je suis obligé de travailler. Et là, elle est décédée. Parce que le problème, c'était dans le monde du travail. Donc peut-être que l'évolution de la médecine, c'est d'envisager une médecine écologique. Il faut regarder un patient, c'est un corps, mais pas simplement un corps, c'est une psychologie, et il y a peut-être des problèmes, soit dans son univers familial, soit dans son univers professionnel, soit dans d'autres domaines de sa vie, qui vont définir chacun des écosystèmes. Et je pense que toute thérapeutique aide un patient à se retrouver. Peu importe la thérapeutique que vous utilisez, qu'elle soit allopathique ou alternative, le but du voyage final, c'est qu'on puisse retrouver sa vraie identité. Je pense que c'est ça le but. Et on a tous un pouvoir d'auto-guérison, on ne guérit personne. Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va activer sa propre auto-guérison. Évidemment, la thérapeutique est un facilitateur de cette auto-guérison. Et le thérapeute aussi, d'où l'importance de l'humanité. Hein. Je me souviens ce que m'avait dit Lucien Israël. Il avait proposé à quelqu'un un protocole très très lourd. Il avait en gros 80% d'y rester. Et il accepte immédiatement. Il lui dit, pourquoi vous avez accepté? Et le patient répond à Lucien Israël, parce que vous êtes le seul à m'avoir regardé droit dans les yeux et me dire, ça va marcher. Il y a cette question-là, donc de l'individuation dans le chemin de guérison, de manière paradoxale, confronte à l'autre en permanence. C'est grâce et par et autour, avec les autres autour, qu'il y a cette individuation. C'est pareil dans les tissus. Hein. Il y a sans cesse une signalisation entre les cellules pour qu'elles se parlent, elles communiquent et elles aident à trouver quelle est ma place, moi, au sein de ce tissu-là. Et c'est quand la communication est coupée, souvent, qu'une cellule peut devenir tumorale ou ne plus réussir à faire son rôle au sein de la population cellulaire dans laquelle elle vit. Et donc il y a cette question-là, et de manière intéressante, l'oncologie institutionnelle s'en occupe, puisque après avoir fait radio, chimio, chirurgie, hormonothérapie, immunothérapie, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit dans les blocs opératoires à l'empathie, la relation. Dans les blocs opératoires du centre de lutte contre le cancer dans lequel j'ai travaillé, tout le monde, dans les 10 dernières années, a été formé à l'hypnose conversationnelle. C'est une façon de rétablir de l'empathie dans la relation de soins, dans un environnement le plus déshumanisé de tous, qu'est le bloc opératoire, le plus technicisé. C'est intéressant que ce soit à l'endroit le plus technique, le plus froid, le plus chaîne de montage, que les gens soient le plus préoccupés de retrouver un lien humain. Petit à petit, les patients qui arrivaient à poil avec une mauvaise blouse ouverte sur le cul et dans un brancard, les pieds devant déjà traînés jusqu'au bloc opératoire, là on a dit ils vont venir 3D, digne, debout, détendu. Digne, ça veut dire un pyjama, pas un mauvais truc ouvert sur le cul. Un vrai pyjama avec un pantalon et une chemise. Et puis avec le brancardier qui porte le... Et puis si vous êtes debout, vous venez debout, quoi. Pourquoi vous mettre dans un brancard alors que vous avez un cancer du sein, que vous pouvez parfaitement marcher? Vous marchez. Petit à petit, dans le bloc opératoire, l'endroit le plus froid, le plus technique, le plus machin, il y a de l'aromathérapie qui s'est mise en place dans la salle d'attente. Parce que de nombreux soignants ont commencé à dire mais ça fait du bien aux gens de mettre de la lavande, de l'huile essentielle de ci, de ça. Et le motif, c'était toujours pour qu'ils soient détendus, pour que ça se passe bien. Mais si vous discutiez avec les infirmières, etc., elles choisissaient des huiles qui, parce que souvent ça venait des infirmières et pas des médecins, hein, ou des aides-soignants, etc. Ils disaient, mais ça a des vertus anticancéreuses. Et donc ils choisissaient à dessein des huiles essentielles qui peut-être pouvaient avoir un intérêt. Petit à petit, l'anesthésiste lui-même s'est dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, chez les gens que je bastonne de morphine et d'anti-NMDA, enfin différents produits d'anesthésie, j'ai plus de récidives tumorales et j'ai plus de cancer, de métastases, pardon. Ah bah oui, au moment où on secoue de la tumeur pendant la chirurgie, on envoie plein de cellules tumorales dans le corps de quelqu'un. On enlève la tumeur,
mais on lui fait aussi des micrométastases. Et il se trouve que c'est à ce moment-là précis que le système immunitaire doit jouer son rôle d'éliminer ces micrométastases, notamment par le biais de ce qu'on appelle les cellules NK, qui sont des lymphocytes particuliers, qu'on appelle natural killers, et qui doivent être parfaitement efficaces à ce moment-là pour maîtriser éventuellement la dissémination tumorale. Mais tous les produits d'anesthésie qu'on fait comme des bourrins, ça déprime ces lymphocytes NK. Ça fait qu'ils ne font pas leur travail. Et on s'est rendu compte que quand on faisait des anesthésies à coups de, trop forts, ben, les gens faisaient plus de récidives. Et que donc l'anesthésie avait un rôle à jouer, et y compris dans ce qui était en train de se passer. Alors qu'on pensait que c'était juste endormir, réveiller. Non, pas du tout. Dans ces mêmes centres de lutte contre le cancer, petit à petit, il y a des femmes ou des hommes qui se sont mis en place pour aider sur le fait de ne plus avoir de cheveux, pour trouver des perruques, pour trouver à mettre un turban sur la tête, pour trouver à continuer à être joli et à prendre soin de soi au moment où vous ne ressemblez plus à rien. Et puis, c'est surajouté ensuite l'idée de reconstruction mammaire. Et dans l'équipe a été intégré un chirurgien plasticien qui a dit « Bon d'accord, on va enlever le sein, mais ensuite, qu'est-ce qui reste de la féminité? Est-ce que cette personne, elle a envie de reconstruire ça aussi, d'une manière ou d'une autre ?» Et vous voyez que cette préoccupation, au-delà de vaincre la cellule tumorale, elle s'est étendue, y compris dans l'oncologie institutionnelle. Et encore plus dans les médecines alternatives, évidemment. Mais que ce lien aux autres, il est très important, et je vais finir là-dessus, enfin, on va aborder ce sujet-là. C'est que là, on est en train de traiter des gens qui ont un cancer. Mais comment on fait pour ne pas avoir le cancer? Si vous prenez les facteurs de risque de l'INCa ou du Centre national contre le cancer, le CNC, c'est toujours c'est parce que vous fumez, parce que vous buvez, c'est parce que vous êtes trop stressé et vous ne dormez pas assez. Ok, c'est votre faute. Vous avez compris que c'est votre faute. Le cancer, c'est votre faute. Ouais, non, mais attendez, y a du Roundup là, et puis il y a des perturbateurs endocriniens, et puis il y a des dérivés polycycliques benzéniques dans le Perrier, dans l'eau de boisson, des résidus de chimio ici et là, etc. Des hormones partout de synthèse, des oestrogènes. Vous savez que les cancers du sein sont hormonodépendants pour un certain nombre d'entre eux. Et donc ça, c'est des causes environnementales, c'est des causes liées à de la pollution, finalement à notre civilisation. Mais c'est votre faute si vous avez un cancer. Et là, il y a vraiment une sorte d'équilibre. Parce que, je vous ai dit, on a beau développer toutes ces thérapeutiques, le nombre de cancers augmente. On manque la cible. Il y a une question environnementale, civilisationnelle à résoudre autour de ça. Et ça passera par transformer les choses de manière systémique. Je vous donne un exemple un peu éloigné. Je travaillais dans un centre où on soignait donc les leucémies, les lymphomes, en réa, mais aussi les grands brûlés. Et puis, on a commencé à aller chez ArcelorMittal, c'est des gens qui font de la sidérurgie, et à les former, pour éviter d'avoir des gens qui bossent chez ArcelorMittal qui arrivent grands brûlés parce qu'ils sont tombés dans le four ou je sais pas quoi. Et c'est une anecdote, mais je me souviens, on nous annonce quelqu'un, on dit « Ah, il est resté coincé dans le four !» Le haut fourneau à 4500 degrés. Il est coincé dans le four. Alors on commence à préparer, branle-bas de combat, on va voir arriver un carnage, quoi. Et puis, le type arrive, il est sur ses pieds, il est juste un peu rose partout. Alors, on rigole, on dit, vous avez un coup de soleil, quoi, partout. Et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah, je suis rentré pour réparer un truc dans le four, là, j'avais de la combinaison en amiante, des combinaisons qui sont épaisses comme ça. Et puis, je sais que j'ai 14 minutes, et puis après, c'est fini, je suis obligé de sortir. Donc, je fais mon truc, et puis à 14 minutes, je vais pour ouvrir la porte et ressortir dans le sas, et la porte s'ouvre pas. Vous imaginez le stress du gars, dans le four à 4000 degrés. Le type dit, je me suis souvenu de votre formation, j'ai tourné très doucement, comme un petit poulet qui rôtit, à tout petit pas, pour pas être tout le temps face à la source. Et donc j'ai rôti tranquillement, le temps que les copains réussissent à débloquer la porte, ce qu'ils ont réussi à faire, heureusement. Et donc j'arrive là, mais bon, j'ai rien. Et tous les centres de lutte contre le cancer, de traitement des grands brûlés en France se sont éteints progressivement, il y en a de moins en moins. Parce que la brûlure est une pathologie en voie d'extinction. Un jeu de mots, brûlure, extinction, vous avez compris. Et pourquoi? D'une part, parce qu'on s'est désindustrialisé, donc il n'y a plus d'industrie. D'autre part, parce qu'il n'y a plus de guerre, parce que souvent c'est la guerre et les missiles et les choses comme ça qui font des grandes brûlures. Et puis parce qu'on a mis en place des moyens de prévention dans ce qui restait, et d'éducation.
Mais ça, pour le cancer, quand est-ce qu'on le fait? Parce que vous avez 52 milliards pour des vaccins anti-Covid, qui, à la fin, donnent... Ah, ok, on n'a pas le droit de le dire, hein, pour le moment. Ça viendra. Mais par contre, le grand plan cancer des 5 dernières années, c'était 300 millions. Attendez, 52 milliards, 300 millions. Première cause de mortalité, combien de morts du Covid? Il y en a eu, hein. Je veux dire, j'enlève pas ça. Mais juste en termes de ratio, c'est délirant en termes d'investissement. Et donc, encore une fois, je voudrais lever un peu quelque chose. Évidemment, la chimio est une manne pour les laboratoires. Mais aujourd'hui, l'investissement qui est fait pour le cancer, il est fait dans les ticarcelles, 150 000 balles l'injection. Mais pour tout le reste, quand est-ce qu'on prévient les gens et qu'on les aide à faire ce qu'il faut? Parce que faire du sport, arrêter de fumer, arrêter de boire, etc., tout ça, c'est quand même accessible, c'est possible. Puis interdire les organophosphorés, interdire je sais pas quoi dans l'agriculture, les pesticides, etc., c'est possible aussi, non? C'est ce qu'il essaye de faire, Kennedy, quand même. Bah ça, on n'a pas commencé de le faire. Et je pense qu'à un moment, il va falloir passer la vitesse supérieure sur ce truc-là. Je pense qu'il y a aussi un autre paradigme, c'est le paradigme génétique. L'Académie de médecine en France estime que 5% des cancers sont d'origine génétique, le reste c'est environnemental. Donc c'est des cancers assez rares comme le rétinoblastome uni ou bilatéral du bébé, la lymphome de Hodgkin, qui sont des cancers d'origine génétique. Donc il y a une autre discipline qui est apparue, c'est l'épigénétique. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que la peur d'avoir un cancer du sein qu'a eu ma mère et ma grand-mère, c'est pas quelque chose qui se transmet en dehors des gènes? Plutôt que d'utiliser la peur est une arme redoutable, puisque si vous écoutez, il n'y a pas très longtemps, j'entendais au petit matin dans un hôtel, bientôt dans 20 ans, 50% des hommes en France auront un cancer de la prostate, et 50% des femmes un cancer du sein, quoi. Donc on est dans les prophéties auto-réalisées. Donc, vous voyez bien que une société, c'est ce qu'on voit en ethnomédecine, une société dérégulée amène des gens à être dérégulés. C'est exactement ce qu'on vit. Et le cancer est l'expression de cette dérégulation, comme les dépressions. Alors je voudrais souligner une chose. Depuis maintenant une dizaine d'années, on arrive à une vision un peu unifiée de la maladie. C'est souvent une inflammation chronique de l'intestin ou une inflammation tout court. En 2017, Frédéric Bouillot, qui travaillait à l'hôpital Cochin, fait une expérience. Il a mis des cellules en culture, donc in vitro, puis il a rajouté des protéines. Et les protéines ont modifié les échanges des liquides que les cellules vont faire. Vous savez que la membrane d'une cellule a une fonction de sélectivité, on dit qu'elle est semi-perméable. Il y a toujours des mouvements de liquide, et ça se fait selon les lois de l'osmose, où l'eau va toujours du moins concentré vers le plus concentré. Et il s'est rendu compte que dès que la pression osmotique augmentait, alors en termes plus techniques, on passe de 300 à 500 milliosmoles, 600, eh bien, les mitochondries arrêtent de fonctionner. Et Laurent Schwartz a regardé un petit peu comment on traitait la psychiatrie autrefois, à l'époque de Jung, et Eugène Blomer, qui fut le maître de Jung, constatait que les angoisses étaient liées à un excès d'acide lactique. Donc on commence à s'apercevoir que même des maladies psychiatriques impliquent des mitochondries, des neurones. Donc on est dans une période de changement de paradigme, à tel point que certains neurophysiologistes considèrent que l'essentiel du cerveau, ce n'est pas les neurones, c'est les cellules gliales. Nous serions des hommes non pas neuronaux, selon l'expression de Jean-Pierre Changeux, mais gliano-neuronaux ou neurono-glio. Et non. Donc, c'est plutôt encourageant d'envisager des autres voies que celles qu'on a l'habitude d'explorer. Je pense que nous sommes un corps et un esprit. Si le corps est malade, est-ce que ça ne révèle pas des tensions au niveau de l'esprit? Et donc, il y a tout un pan qui devrait se développer, si ce n'est déjà fait, pour essayer d'amener un patient à comprendre pourquoi il a fait sa maladie.
Je me souviens, ça m'avait impressionné il y a quelques années. J'animais une formation il y a 20 ans à Paris, puis il y a un monsieur qui était au fond de la salle, qui ne s'était pas exprimé. Il a dit, voilà, je voulais vous dire, j'ai compris, la maladie est un message qui nous est envoyé. J'avais un cancer de la prostate, on me l'a enlevé, on ne m'a pas dit que c'était un cancer de la prostate. Donc je voudrais retrouver mon cancer pour comprendre ce que j'avais à comprendre. Ouais. Pas sûr qu'on comprenne à chaque fois. En tout cas, il y a cette quête qui est systématiquement mise en mouvement dans le cancer. Et on pourra travailler avec des femmes qui ont eu un cancer du sein en rémission 5 ans après. L'immense majorité n'avait pas retrouvé de travail, se posait encore la question, mais pourquoi ça m'est tombé dessus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si trouver un sens, essayer de l'inscrire dans une histoire de vie, faisait aussi partie de la guérison, et que tant que ce n'était pas fait, ouais, on aura beau avoir enlevé la tumeur, fait des rayons, tout ce que vous voulez, pas sûr que ce soit... Voilà. Donc il y a plein de progrès dans tout ce qui est thérapeutique usuel, et y compris dans la radiothérapie. Juste, je vous fais part d'un progrès, par exemple, ce qu'on appelle l'intrabim dans les cancers à faible développement local, qui est de faire une chimiothérapie pendant la chirurgie, c'est-à-dire on enlève la tumeur, et dans le lit tumoral, donc en dessous, quoi, ce qui reste, on met une espèce de cône, ça ressemble à une boule en fait, qui est une source de radiothérapie, et on fait la radiothérapie à ce moment-là en une fois, et il n'y a pas besoin de séance après. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des améliorations pour le fait d'éviter tout ce qui est brûlure radio-induite, quoi. Des choses comme ça, notamment des compléments alimentaires, des plantes, etc., qui font merveille dans ce genre de choses-là. Donc ok, on peut progresser sur tout ça. Et je vous ai dit, la diète cétogène, le jeûne intermittent, la méditation, les graines de lin, enfin tout ce qui est contrôle de l'aromatisation des oestrogènes, les graines de lin, les crucifères, les brocolis, le curcuma, la quercétine, la N-acétylcystéine, d'accord. Ok, on a tous ces trucs-là. Mais pourquoi on ne le fait pas? Alors on sait ce qu'il faut faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Et ça, c'est une question qui revient tout le temps chez l'humain. On sait ce qu'il faut pour faire le bien. Pour prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, pour faire qu'on vive en bonne intelligence les uns. Pourquoi on ne le fait pas? Ce serait tellement simple. Pourquoi il y a sans cesse... Et une partie de l'explication, vous savez que chez les Grecs anciens, ils se posaient déjà la question, hein, je sais quelle est la vertu, pourquoi est-ce que je pratique le vice? Et ils avaient appelé ça akrasia. Akrasia, l'akrasie. L'akrasie, c'est l'insuffisance de la volonté. Et ouais, je sais ce qu'il faut faire, mais pourtant... Joël, resserre-moi une chimée de Royla. Et parce que c'est comme ça la vie, simplement ça. On a aussi besoin de ces transgressions régulièrement et de ne pas être parfait. Parce que vous allez aussi avoir autour de vous des gens orthorexiques qui prennent leurs 45 compléments alimentaires tous les jours de leur truc insuffisant, qui ne s'approchent jamais d'aucune source de pesticides, de quoi que ce soit, et qui, boum, à 45 ans, vont faire un cancer du cul. Et là, vous dites... c'est pas juste. Ah d'accord, le cancer n'est pas juste. Et personne n'a dit que c'était juste ou injuste, que ça avait à voir avec les catégories morales. Le cancer n'a pas à voir avec les catégories morales. C'est très important, parce que pour beaucoup de cancéreux, ils vivent une rédemption, une culpabilité, ils ont quelque chose à racheter. Peut-être tu oui, alors il y a une psychiatre qui s'appelle Gail Ironson qui dirige une unité de CID1. On ne pourrait pas poser ce genre de questions en France, surtout dans le contexte actuel. Elle pose à ses patients, croyez-vous en Dieu? Oui, non. Et si vous croyez en Dieu, comment vous voyez ce Dieu? Alors ceux qui le voient comme un Dieu qui les punit, un Dieu sanctionnant, ont une durée de vie beaucoup plus courte et réagissent moins bien au traitement. Et ceux qui considèrent qu'ils sont aimés d'un amour inconditionnel par le divin arrivent à avoir de meilleurs résultats. On a quand même des prolongations de vie qui sont de l'ordre de 30% en plus, et voire même plus. Alors il y a quelques années, il y a un auteur allemand qui s'appelle Fritz Horn qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mars. Il disait qu'il est mort d'un cancer, que c'était une maladie de l'âme. On pourrait se poser la question si, à un moment donné, dans une maladie, on ne développe pas cette dite maladie parce qu'on est à côté de nos besoins et de nos valeurs. À ce moment-là, dans la société, ça devient clair. Les citoyens sont en dehors de leurs besoins et de leurs valeurs parce qu'il y a une poignée d'individus qui ont décidé que
leurs besoins, leurs valeurs, qui sont des valeurs de prédation, sont les seuls à mettre en avant. À ce moment-là, ça serait beaucoup plus intéressant parce que la première question qu'on demanderait à un patient, c'est dans votre vie, est-ce que vous avez l'impression d'être dans vos besoins, vos valeurs? Oui, non. Quels sont vos besoins et vos valeurs? Comment vous pouvez les réaliser? Et à partir de là, je suis sûr qu'on aurait une étude épidémiologique extrêmement intéressante pour voir comment on réagit, quel que soit le traitement qu'on choisit. Parce que si on est à cheval entre les deux, parce qu'on a peur de rater quelque chose en étant uniquement dans l'allopathie et on a un autre pied, je pense que c'est le doute. Et le doute est très mauvais dans les thérapies. Il faut aller dans une forme de conscience. Et peut-être c'est le drame pour la médecine allopathique avec ce qui s'est passé. Le pacte de confiance qu'il y a pu avoir autrefois a été rompu. Les gens se méfient de la médecine allopathique, à juste raison, avec tout ce qui s'est passé, le Lancet-Gate, etc. Et donc, c'est peut-être le plus dramatique pour la médecine allopathique, c'est d'avoir perdu l'alliance, la confiance avec ses patients. Et c'est le plus important. Les pères fondateurs, enfin le père fondateur plus exactement, Andrew Taylor-Still, disait qu'on a tous un pouvoir d'auto-guérison. Il posait la bonne question, il disait si le corps produit de façon innée tous les remèdes qui permettent la guérison, quel doit être alors le rôle du médecin? C'est une bonne question. Est-ce que le médecin, puisqu'on a un corps qui peut tout fabriquer, il n'est pas là pour optimiser la fabrication, donner de l'espoir aux gens, ne pas les condamner? On peut réagir comme cette patiente qui avait un esprit de contradiction, qui a dit à son cancérologue en lui portant du mal, j'irai à ton enterrement, on peut être complètement écroulé. Donc, ça dépend de... Il faudrait presque avoir une étude sur le profil psychologique. Il y a des combatifs. Les gens qui s'en sortent sont souvent des combatifs. Ils ont... Et puis la vie chevillée au corps. Si vous êtes dans une ambivalence de vie et de mort, c'est évident que c'est cette ambivalence qui vous emportera. Enfin, c'est un peu des évidences, mais il est bon parfois de les rappeler. C'est quelque chose qui revient dans la plupart des études psychologiques autour du cancer, c'est que l'idée de combat, de « ouais, on va se battre », etc., est favorable. Moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisage la relation au cancer. Comme si c'était une guerre à mener contre quelque chose d'extérieur que je dois sortir de moi-même. Et ce qui m'a aidé à comprendre, c'est de considérer la différence entre la guerre et le combat. Et la guerre, c'est la volonté d'éradication de l'autre. Je veux qu'il disparaisse. Ça m'est insupportable de voir ce double mimétique face à moi. Le combat, c'est autre chose. Notamment dans les arts martiaux, et en particulier les arts d'évitement comme l'aïkido. Le combat, c'est la danse avec l'adversaire. Et l'adversaire, c'est même plus un adversaire, c'est un petit maître. Chaque fois que vous recevez une droite dans le pif, pas qu'il est méchant, c'est que vous ne tenez pas votre garde. Chaque fois qu'il vous fauche les pieds et que vous tombez par terre, c'est pas qu'il vous en veut particulièrement, mais au fond, il est là pour vous montrer que vous ne tenez pas sur vos pieds. Et donc il va falloir s'affermir et mieux tenir sur ses pieds. Et je pense qu'on pourrait réussir petit à petit à transformer cette notion de « je me bats contre mon cancer », hein. Mon cancer m'aide à trouver un meilleur équilibre dans mon être au monde. Je vais vous lire une... Oh, je sais pas, ou pas. Je vous lis un dernier cas? Ouais, allez. Marie, elle a 49 ans. Le diagnostic. Marie vient me voir, résolue. Ayant consulté dans un grand centre référent en traitement du cancer, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Et le diagnostic est mauvais. Carcinome canalaire infiltrant triple négatif. C'est les récepteurs hormonaux des oestrogènes et de la progestérone qui sont négatifs. Le récepteur HER2 non surexprimé. Avec des métastases d'emblée présentes au niveau des os, du foie et des ganglions. Marie, par ailleurs, en bon état général, n'a pas aimé ce qu'on lui a annoncé, 15 à 18 mois de survie. Alors elle est partie en disant que ce programme ne l'intéressait pas. Je comprends. Et à 45 ans, ça arrive souvent, hein, ou 49 ans, que des gens disent « allez vous faire voir avec vos conneries ». En la voyant, je ne peux lui cacher la gravité de la situation. Les chiffres qu'on lui a annoncés, la durée de survie, ont le mérite de poser clairement que l'atteinte est très sérieuse. Mais ces chiffres ne sont pas la réalité d'aujourd'hui. Celle-ci est à réinventer, à bousculer. Et surtout, ces chiffres ne tiennent compte que d'une prise en charge classique. On peut optimiser les résultats en y associant une démarche complémentaire.
Marie est visiblement heureuse d'avoir trouvé une écoute. En y repensant, je crois qu'elle a aimé sentir qu'elle avait la possibilité d'agir et de devenir actrice de son traitement. La consultation précédente l'a placée dans une situation passive, sans possibilité d'agir, avec un devenir tout tracé, et comme seule possibilité celle de suivre les traitements, sans pouvoir elle-même intervenir pour tenter d'influencer les choses favorablement. Cela fait partie de ce qui a contribué au succès de sa thérapeutique, les traitements. J'ai prescrit à Marie un protocole de chimiothérapie plus puissant encore que celui qu'on lui avait proposé. Un protocole de 4 cures de C100 tous les 14 jours, puis Avastin, Taxol, Carboplatine. On y va. La chimio, c'est fluo. Ça y va. En pratique, après la pose d'un site implantable, vous savez que pour avoir des chimiothérapies, on vous met quelque chose sous la peau qui ressemble aussi à une sorte de tumeur, une boule, juste là, et dans lequel on va piquer à travers la peau, avec une aiguille un peu particulière qu'on appelle un gripper, et toc, on peut connecter votre site implantable, votre chambre implantable, à la ligne de chimiothérapie. On fait ça pour 2 raisons. Parce que la première, c'est que les produits de chimiothérapie sont extrêmement vasotoxiques, c'est-à-dire détruisent les veines et les vaisseaux. Et donc, il faut être dans un gros vaisseau, en l'occurrence la veine sous-clavière ou la veine jugulaire interne, donc des gros vaisseaux qui ont un calibre très important. Et d'autre part, parce qu'on va vous piquer plein de fois et plusieurs fois, et donc c'est moins chiant que de vous perfuser à chaque fois et de vous faire mal. Parce qu'on peut mettre un petit patch d'EMLA, de xylocaïne à 5%, pour que ce ne soit pas douloureux quand on pique la chambre implantable. Ok. Elle a reçu sur 7 mois une chimiothérapie en hôpital de jour, tous les 14 jours, 4 fois pour le premier protocole, puis 8 cycles associant 3 médicaments. Une thérapeutique ciblée, qu'on appelle l'Avastin, et 2 chimiothérapies, le Gemzar et le Taxol, délivrées les premiers et 8e jours de chaque cycle de 21 jours. Dans le jargon de soignant, on dit J1 et J8 tous les 21 jours. À chaque fois, le temps de présence dans le service est d'une bonne demi-journée. Parfois, s'il y a du retard, parfois plus s'il y a du retard. Le temps de voir le médecin avant le traitement, on doit valider la préparation du protocole, puis de le préparer, et enfin de le recevoir en perfusion. En sus du traitement, elle s'est tout de suite impliquée dans un programme personnalisé d'accompagnement thérapeutique, un PACT, on appelle ça, et des composés actifs naturels. Dans le but de réduire le risque de toxicité cardiaque inhérent au protocole de C100, Marie a pris un complexe d'oméga 3, oméga 6 essentiel, vitamine D et mélatonine. Pas pour son effet sur le sommeil, pour son effet antitumoral. La mélatonine a un intérêt. Pour pallier la toxicité hépatique sur le foie, causée par le Taxol, la veille, le jour et le lendemain de la cure d'Avastin, Taxol, Carboplatine, elle a pris des gélules de Desmodium, une plante originaire d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine, reconnue notamment pour sa fonction hépatoprotectrice et pour sa capacité à stimuler le système immunitaire. Au moment de la rémission, après 7 mois de chimiothérapie, elle a poursuivi un protocole d'entretien et de consolidation, tel des pompiers qui, après l'intervention des canadaires pour éteindre l'incendie, continuent à travailler sur le terrain en arrosant les racines qui fument encore et menacent de reprendre. Pendant encore 8 mois, Marie a eu une double chimiothérapie par voie orale, des comprimés de capecitabine et de vinorelbine, ce dernier étant un dérivé d'une fleur, la pervenche de Madagascar. Et elle a continué à prendre de la vitamine D et de la mélatonine. Rappelons que la mélatonine n'était pas prescrite pour son action, je vous l'ai dit, voilà, mais pour son action cancéreuse. À l'issue de ces 2 chimiothérapies, il semblait nécessaire de réduire les risques de récidive pour que ce travail énorme, étalé sur 15 mois, ne serve pas qu'à repousser une échéance. 18 mois après l'annonce du diagnostic, le constat est que Marie n'est pas morte. Bien au contraire, elle est en rémission et plutôt en bon état. Du coup, aucune maladie résiduelle n'ayant été trouvée, la démarche complémentaire n'a manifestement pas diminué l'efficacité des médicaments cytotoxiques. Parce que parfois, les médecins standards vous disent « non mais faire des trucs en plus, ça va nuire à la chimio ». Non, ça aide la chimio à mieux agir. Je lui recommande une radiothérapie sur la zone du sein opéré, l'endroit d'où est partie la maladie. Pendant ce nouveau traitement, donc les cures de radiothérapie, Marie a continué la vitamine D et la mélatonine qui peuvent être associées sans problème à la radiothérapie. J'ai ajouté des alkylglycérols, qui sont des graisses qui, depuis les années 70, sont connues pour réduire la toxicité cutanée et muqueuse de la radiothérapie, sans pour autant diminuer son efficacité. Durant la radiothérapie, Marie se plaint de fatigue, on lui donne alors un complexe de composés actifs pour améliorer le fonctionnement des mitochondries. Donc on revient sur le protocole Schwartz, nos petites centrales de production de l'énergie.
et cela réduit sa fatigue et les douleurs musculaires. Après la radiothérapie, il faut continuer à soutenir l'organisme pour se donner les meilleures chances de ne pas avoir une récidive rapidement à l'arrêt des traitements anticancéreux. Or, l'hormonothérapie n'est pas intéressante chez elle, je vous ai dit qu'elle avait des récepteurs hormonaux négatifs. On se retrouve donc dans une situation proche de la patiente qui a une mutation BRCA1 ou BRCA2, cancer triple nègre, où les hormones ne jouent pas un rôle nourricier mais un rôle mutagène. Donc, bon, on s'en fout. Je continue donc à prescrire à Marie la vitamine D et la mélatonine, ainsi que des antioxydants, et un complexe associant curcuma, indole 3-carbinol du brocoli et d'autres composés synergiques comme la vitamine B, les antioxydants de seconde génération. Le but est de favoriser le bon métabolisme des œstrogènes, ce que je vous ai dit sur le resveratrol, etc., la graine de lin, ne fabrique pas des métabolites toxiques qui initieraient à nouveau la cancérogénèse. Parce que chez elles, les oestrogènes, c'est ça qu'ils font, ils initient le truc. Ils ne favorisent pas la croissance, mais ils font démarrer la cancérogénèse. En parallèle, un autre médecin qui la suit en phytothérapie lui propose des plantes, peut-être vous avez entendu parler de l'ashwagandha, entre autres, pour renforcer son immunité, prescription tout à fait complémentaire de la mienne. On est alors en 2017, et ce médecin a parfaitement raison de travailler sur le système immunitaire de Marie, car l'immunothérapie est une voie prometteuse. En 2020, des études cliniques confirment l'efficacité de la plante. L'immunothérapie sera officiellement autorisée dans le cancer du sein triple négatif métastatique, et élargie dans ses indications fin 2022 dans les situations avancées. Les résultats. Par la suite, Marie m'avoue avoir arrêté les complexes pour le métabolisme des oestrogènes, avoir trop de gélules à prendre au quotidien maintient parfois des patients dans un état psychologique de maladie, ce qui n'est pas souhaitable. L'objectif était de maintenir sa santé. Comme elle a un surpoids, mais non diabétique, je lui recommande en remplacement le jeûne nocturne qu'elle accepte. Donc le jeûne intermittent, avec le matin, on ne mange pas le matin jusqu'au midi. Ça lui permet d'agir sur sa santé en améliorant un aspect potentiellement néfaste pour elle. Okay. Donc à ce jour, en 2023, Marie va bien, elle est toujours en rémission, plus de 7 ans après le diagnostic. Ok. Alors voilà, c'est possible. C'est pas du tout impossible. C'est possible de faire dialoguer la médecine allopathique et les pratiques complémentaires. C'est possible de travailler sur les travaux de groupe, c'est le pacte qu'elle a fait. Je reviendrai sur cette idée d'acrasie. Ce qui m'empêche de faire ce que je devrais faire, alors que je sais que je dois le faire, c'est d'être seul. Chaque fois qu'il y a d'autres gens avec moi et qui m'aident et qui m'accompagnent sur le chemin, là, ça devient beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas votre cours de gym, du yoga, du jeudi soir, parce qu'il est annulé, peut-être vous ne ferez pas du yoga tout seul. Par contre, vous en auriez fait avec les autres. Si vous n'avez pas un groupe de copains qui vous dit « Allez, on se bouge, on va faire ci », peut-être ce week-end-là, vous n'allez rien faire et regarder un film. Et vous n'aurez pas bougé. Ok, on a besoin des autres. Et on a besoin des autres dans le chemin de guérison du cancer. Et ça, pour moi, c'est le gros du travail à faire. C'est ce qu'on peut tous faire à notre petite échelle. Créer des groupes de soutien, aller servir comme bénévole dans les centres ressources, créer des centres ressources localement. Le centre ressources, c'est que des bénévoles. Actuellement, ils ont acquis un château du côté d'Aix-en-Provence et ils accueillent les gens qui sont suivis dans des protocoles classiques de prise en charge oncologique, mais ils amènent tout ce qu'il y a autour et ils partagent les connaissances sur les plantes, sur les compléments alimentaires, sur le jeûne, la méditation et quoi et qu'est-ce. Et les résultats sont bons, sont meilleurs qu'ailleurs. Donc voilà, je pense que moi je conclurai presque là-dessus. Oui. C'est sûr qu'un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Donc le fait de participer à son traitement renforce la capacité que nous avons à réduire une tumeur, à la faire régresser, voire à la supprimer. Voilà. Ça me paraît évident. Un grand merci pour votre écoute, votre temps dans la pénombre. Vous n'êtes pas sans rien, là, vous allez pouvoir faire des petites fiches récap des différents traitements du cancer et les partager avec les gens autour de vous. Actuellement, vous pouvez acheter de l'ivermectine sur Internet, du fenbendazole, etc. Évidemment, il ne faut pas prendre tous ces trucs qui ne servent à rien. Ça, c'est officiel, parce que le Conseil de l'Ordre ne veut surtout pas qu'on vous pousse à l'automédication de choses qui seraient potentiellement toxiques. N'empêche, il y a des résultats prometteurs et je pense qu'en s'y mettant un petit peu, pour de bon, on serait capable, à mon avis, d'éradiquer le cancer en moins de 50 ans. Mais bon, je m'engage. À mon avis, oui, beaucoup moins de 50 ans.
Et on a déjà toutes les armes.